Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du futur. Pour traiter ce sujet quelque peu vaste, nous allons nous restreindre à l'écologie, aux énergies et à l'économie. Car je pense que ça va être les sujets qui vont être les plus importants pour tenter de faire enfin bouger les choses. Et aussi par la même occasion pour informer les populations et vous bien sûr les visionnaires. Donc pour que ma vidéo soit comprise par le plus grand nombre d'entre vous, je vais tâcher bien sûr d'expliquer ça de la manière la plus simple qu'il soit. Durant cette vidéo, je vais beaucoup m'inspirer du documentaire Demain qui est sorti en 2015 et qui montre l'ampleur des dégâts sur Terre. Ce documentaire a littéralement modifié ma vision du monde et je pense que tout le monde se devrait de le regarder. J'utiliserai d'ailleurs quelques extraits pertinents durant la vidéo pour appuyer mes propos. Juste avant de commencer, je tiens à dire qu'il y a encore beaucoup trop peu de personnes qui se préoccupent de l'avenir de la planète. Mais dites-vous bien que lorsqu'il sera trop tard, nous ne pourrons plus faire machine arrière. Et j'espère que cette vidéo vous fera prendre conscience de ce qui se déroule en ce moment même sur Terre. Sur ce, bon visionnage. A été publiée il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité. A group of 21 scientists produced a special briefing for the journal Nature. Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point. Scientists say the biology of the Earth as we know it would be entirely changed. At a minimum, this change would be as severe as the last glacial shift some 11,000 years ago. Are we on the verge of a mass extinction, like those global megadeaths of the deep past, where most species were wiped out in a geological heartbeat? Une étude réalisée en juin 2012 et publiée dans la revue Nature a montré que d'ici quelques dizaines d'années seulement, des villes entières seront englouties par les océans, que le manque de nourriture, d'eau et de pétrole ainsi que la surpopulation pourrait conduire à une disparition partielle de l'humanité avant la fin du siècle. Et évidemment, personne ne réagit parmi les responsables politiques. Ils sont beaucoup trop occupés à parler d'économie, mais l'écologie, on n'en entend jamais parler. Enfin si, un tout petit peu, récemment, depuis que Nicolas Hulot est parti, mais sinon, c'est le vide intersidéral. Il n'est plus tolérable aujourd'hui de rester les bras croisés, car l'ampleur des bouleversements que vit la Terre en ce moment est très rapide, et de plus en plus rapide. Nous, les êtres humains, provoquons l'extinction d'espèces animales et végétales, et ça ne dérange personne. Il est possible de s'adapter lorsque le changement arrive lentement. Mais lorsque celui-ci est si soudain, alors les problèmes commencent. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une vingtaine d'années avant que la catastrophe inéluctable ne s'enclenche. Nous allons donc traiter trois grands thèmes. La nourriture, l'énergie et l'économie. Car ce sont les trois éléments indispensables à la survie de l'humanité. Commençons sans plus tarder par la nourriture. Dans la ville de Détroit aux USA, les habitants se sont donné une mission. Celle de rendre la ville parfaitement autonome en termes d'alimentation. Les fruits et légumes sont cultivés par ses habitants, pour ses habitants. So here we have community, food at the heart of it, on the street, at the doctors, at the railway station. There is no point in having a propaganda garden where nobody can see it. You know, you need it where people can have a conversation on the side of a very busy road that had become a dog toilet. And that's all the future needs, more people connecting with each other. And I think absolutely that food and conversation is the answer. Pour rappel, en 2050, nous serons environ 9 milliards d'habitants. Et 70% de ces gens vivront dans les villes. Donc le nombre de terres arables sera beaucoup moins nombreux. C'est pour cette raison que la nourriture devra pousser près des gens pour limiter grandement la pollution. Car en moyenne, la nourriture elle parcourt 2400 km avant d'atterrir dans nos assiettes. Et ça c'est juste du délire. C'est pourquoi la ville dont je parlais juste avant, Détroit, prône l'agriculture urbaine, car c'est un nouveau moyen de faire revivre les villes. Et en plus il y a un immense potentiel, parce que dans les villes, il y a plein d'espaces inutilisés. Lorsque l'on laisse la terre aux gens, ceux-ci produisent bien davantage de fruits et de légumes, et qui sont de bien meilleure qualité. Avec un peu moins de chimie, d'engrais, de pesticides et de toutes ces substances du diable, la terre n'en sera que plus heureuse, et nous en donnera beaucoup plus. Toutes les industries chimiques, les boîtes d'équipements agricoles, les banques, elles nous font toutes croire que l'agriculture intensive et industrielle sont les seules solutions pour nous nourrir. Mais c'est totalement faux! Elles nous envoient simplement ce message pour assurer leur survie,
et faire plein de fric. Mais croyez-vous qu'elles en ont quelque chose à faire de l'environnement? Eh bien non, puisqu'elles pensent avant tout à leur propre intérêt. Alors maintenant je vais vous poser une question. Qu'est-ce que les entreprises d'agriculture intensive font de bien et qu'est-ce qu'elles font de mal? Allez-y, dites-moi. Dites-moi, je vous écoute. Ce qu'elles font de bien, de l'argent. Ce qu'elles font de mal, de la nourriture. C'est pas plus compliqué que ça. Elles ne savent pas produire de nourriture sans détruire la nature et les paysans. En voulant toujours tout simplifier, on remplace l'homme par des machines et on rase des forêts au rythme de 13 millions d'hectares par an pour en faire des monocultures bien sûr. Le sol devient malade car il a trop été attaqué, donc les plantes le deviennent aussi. Celles-ci sont alors victimes des insectes et des champignons. Du coup on arrose tout ça à grands coups d'herbicides et de pesticides, qui je rappelle sont cancérigènes. On plante des OGM, et tout ça pourquoi? Pour rendre les animaux et les gens malades. Ouais. Et ce n'est pas fini. Quand on mange trop de viande, on rase encore plus de forêts pour nourrir le bétail, et on épuise l'eau. Résultat, il n'y a plus assez de surface pour nourrir les gens, et on fait faire d'énormes voyages aux aliments, et on pollue, et on détruit tout, encore, et encore. Revenons-en maintenant à la monoculture. Celle-ci consiste, en gros, à n'appliquer qu'une seule sorte de culture sur un champ. Donc par exemple un champ de maïs, un champ de blé, un champ d'avoine, un champ d'orge, etc. Ce type de culture engendre plus de maladies, plus d'incendies et génère évidemment moins d'eau et moins d'animaux. Dans la nature, il n'y a pas de monoculture. Tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, les plantes, les arbres, vivent ensemble et sont complémentaires. Et ça, c'est la biodiversité. À la préhistoire, nous mangions beaucoup moins de viande et plus de fruits, de baies, car notre organisme est optimisé pour ce régime-là. Mais la viande, les produits laitiers, les céréales, tout ça est mauvais pour la santé lorsque l'on en abuse, et sont affreuses en conséquence sur l'environnement. Pour vous situer un peu, lorsque vous consommez plus de 120 grammes de viande par jour, tout type confondu, alors vos risques de cancer du côlon et d'obésité sont augmentés de 30%. Pour terminer sur cette première partie, nous allons parler maintenant d'agroécologie et de permaculture. Ces deux formes d'agriculture sont LA solution pour garantir une meilleure survie des sols et donc de la planète. La permaculture consiste à cultiver des fruits, des légumes, des aromates, de manière durable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants, tout en laissant le maximum de place à la nature. L'objectif de la permaculture est de sensibiliser et de permettre aux individus de créer leur propre environnement et de créer des habitats plus autonomes et durables. Et donc une société moins dépendante des systèmes industriels. Alors bien sûr, j'entends déjà tous les gens me dire « Oui, mais c'est bien ton truc, mais ça produit bien moins que l'industriel ». Malheureusement, je ne peux pas vous donner raison. Par exemple, la ferme du Bec-et-Loing, dans le nord de la France, non loin de Rouen, exerce la permaculture depuis environ 7 ans. Et sur seulement 1000 m², leur chiffre d'affaires sur un an s'élève à 32 000 €. Et ça, sur une mauvaise année. Sur une bonne année, ils ont gagné jusqu'à 54 000 €. Donc l'agriculture saine avec une bonne biodiversité est beaucoup plus rentable que l'agriculture rurale, qui pour atteindre un chiffre d'affaires équivalent doit posséder plusieurs hectares de champs. Le seul barrage qui empêche ce type d'agriculture, ce sont les grosses entreprises industrielles, telles que Monsanto, Cargill, Kellogg's, et j'en passe. La solution la plus efficace serait de commencer par boycotter les entreprises industrielles, que l'on appelle aussi des lobbies. Plus simplement, il s'agirait de fortement diminuer nos consommations de tous ces produits-là. Ensuite, il faudrait arrêter de consommer autant de pétrole pour les tracteurs et de stopper les pesticides et les engrais chimiques. Le recul de ces entreprises agricoles et pétrolières ainsi générées permettrait alors la liberté et l'essor de la permaculture. Nous pourrions alors sauver nos terres et revitaliser nos écosystèmes. 1,5 milliard d'agriculteurs cultivent aujourd'hui sans tracteur et sans pétrole. L'étude menée par Olivier de Scutter pour l'ONU dans 68 pays montre qu'en pratiquant l'agroécologie, ils pourraient multiplier leur rendement par 2. Et en pratiquant la permaculture, ils pourraient certainement les multiplier par 3 ou 4. Comme 70% de ce que nous mangeons vient actuellement de ce que ces petits paysans produisent, nous pourrions, à condition de manger peu de viande, nourrir 10 à 12 milliards de personnes dans les 20 années qui viennent, en créant des millions de petites fermes tout autour des villes, des dizaines de millions d'emplois, en régénérant les écosystèmes, en stockant du CO2 dans les sols, en permettant aux paysans de gagner plus d'argent et de produire une nourriture saine pour leur communauté,
Poursuivons maintenant notre périple en parlant des énergies. Indispensables mais destructrices, celles-ci provoquent des événements gravissimes. L'atmosphère de la Terre est saturée de CO2. Le méthane ainsi que le protoxyde d'azote bloquent la chaleur sur Terre, d'où le réchauffement climatique que nous observons depuis plusieurs dizaines d'années. D'après les spécialistes, nous vivons aujourd'hui la 6e extinction de masse. Les catastrophes naturelles vont se multiplier et leur force va se décupler. Des populations entières vont sans doute malheureusement disparaître. Our scientists tell us, on all the studies, we are actually now in the 6th extinction event of life on Earth. This is the most important piece of news the human race has ever had since we've been on this Earth. We have to understand the enormity of this. There's only been 5 extinction events in the last 450 million years where there's been wipeouts of life. And it comes quick. There's a turning point in the chemistry of the planet, death on a mass scale. Je vous rassure, tout n'est pas si noir que ça, à condition que nos dirigeants politiques fassent le nécessaire pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Les sceptiques diront qu'il est impossible de changer notre modèle énergétique actuel, mais je vais leur montrer qu'ils ont tort. Les solutions qui viennent tout de suite en tête sont bien sûr l'énergie du vent, l'énergie de l'eau, l'énergie du soleil, etc. Mais il existe aussi la géothermie et l'énergie des mers. Rendons-nous à Copenhague, au Danemark. Là-bas, la ville a investi 1 milliard de dollars pour construire un grand nombre d'éoliennes. Ils ont aussi détruit toutes les centrales à charbon et les ont remplacées par des usines à biomasse. Même les habitants ont investi dans ces éoliennes. Alors vous me direz que ces gens sont complètement fous pour dépenser de l'argent là-dedans. Mais détrompez-vous, les éoliennes rapportent environ 7%, ce qui est très considérablement plus que ce que les banques pourraient vous offrir. Et donc depuis 2015, Copenhague est devenue totalement indépendante en termes d'énergie, et celle-ci est à 100% issue d'énergie renouvelable. Le pire dans tout ça, c'est que les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, etc. ont tout ce qu'il faut pour remplacer les énergies fossiles, tout du moins pour l'eau et le chauffage. En 1970, pour produire 1 watt d'énergie solaire, cela coûtait 66 $. Aujourd'hui, le prix a été divisé par 100, soit 66 centimes. Nous n'avons donc plus de raison de maudire l'énergie solaire. Le nucléaire et les énergies fossiles sont hors jeu, puisque n'importe qui peut produire son énergie. Une fois installé, un panneau solaire travaille seul. Le soleil est gratuit, le vent est gratuit. Ils n'envoient pas de facture, eux. Il suffit simplement d'entretenir les éoliennes et les panneaux solaires, dont le coût est quasi nul. De plus, le soleil offre à la Terre 15 000 fois plus d'énergie que l'homme n'en consomme. Je sais que certains vont me dire que les énergies renouvelables sont insuffisantes dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, j'ai 2 arguments solides pour vous ôter cette idée de la tête. D'une, certaines villes ont très bien réussi le pari. Et de 2, les experts estiment aujourd'hui qu'environ 60% de nos consommations énergétiques pourraient être évitées. Voici plusieurs exemples simples. Chaque écran dans le métro parisien consomme autant que 2 familles réunies. Tous les appareils que nous laissons en veille consomment autant que 2 centrales nucléaires. Un smartphone fabriqué, c'est 57 kg de CO2 rejeté. Prenez aussi conscience de ceci. Un mégot de cigarette, c'est environ 2 ans avant dégradation. Un sac plastique, 450 ans. Et une bouteille de verre, 5000 ans. Nothing we can say, there's no excuse, we've got the power in our hands. Pushing all the problems till tomorrow without any further plan. So what do we do now? On ne le dira jamais assez, mais privilégiez les transports en commun, le vélo, la marche, lorsque vous le pouvez. La voiture doit être utilisée le moins souvent possible lorsque nous souhaitons nous déplacer en ville. Encore à Copenhague, puisque les Danois semblent avoir réfléchi un peu plus que nous, 67% des habitants n'utilisent plus la voiture, et ce chiffre tend vers les 75% aujourd'hui. Comment font-ils, me diriez-vous? Eh bien, ils ont ralenti drastiquement les dépenses pour construire des routes, et ont construit des pistes cyclables à la place. En France, malheureusement, on incite très peu les gens à utiliser le vélo, puisqu'on préfère construire des routes à fond, et pratiquement pas d'aménagement pour vélo. Ce mode de locomotion en ville est très important pour l'intégration sociale, et pour plus de sécurité. Les gens se rencontrent, au lieu de rester chez eux, les yeux rivés sur des écrans. De plus, nous aurions des villes plus saines, et plus sûres. Qu'attendons-nous? Pour terminer sur cette seconde partie et pour faire la transition avec la troisième, il faut maintenant que je vous parle de croissance économique. Celle-ci est très problématique, car elle met en route une humanité insatiable qui en veut toujours plus. Mais l'être humain n'a pas besoin de ça pour survivre, ni même pour vivre. Se contenter de l'essentiel est beaucoup plus sain. Et notre humanité, aujourd'hui, ne perçoit même plus la planète comme un endroit merveilleux, mais plutôt comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier animal et jusqu'au dernier litre de pétrole. Nous n'avons qu'une seule planète, pas 2. Et vous souvenez-vous du film Avatar?
Vous savez, avec Pandora, la merveilleuse planète avec des richesses luxuriantes, et les hommes qui arrivent pour amasser toutes les ressources à leur profit en détruisant tout. Mais qui gagne à la fin? L'homme ou bien la nature? La différence entre le comportement animal et le comportement humain, c'est que le lion, quand il a mangé une antilope, ben il digère son antilope, c'est tout. Le lion ne saute sur l'antilope que quand il a faim. Il ne saute pas pour la détruire, ni pour l'engranger, pour vendre aux copains. L'être humain, dans sa prédation, il passe par l'accumulation. Et il passe par la prédation accumulative. Et quelle est finalement, dans quelle finalité? Ben, la finalité, c'est de gagner de l'argent. Une fois que vous avez de la nourriture saine, une quantité suffisante d'énergie renouvelable, il ne vous manque plus qu'une bonne économie. C'est l'objet de cette troisième partie. Certaines personnes ont eu la réflexion suivante. Pourquoi vouloir toujours consommer plus? Car grand nombre d'entreprises ont l'ambition de croître encore et encore, mais un jour, ils rencontreront des limites, ça c'est indéniable. C'est pourquoi aujourd'hui, il est nécessaire de consommer moins de ressources et d'être plus ingénieux. Par exemple, il existe l'économie, qui vise en fait à faire des économies en faisant de l'écologie. Le but, c'est d'utiliser les énergies qui sont disponibles le plus possible au service d'une entreprise. Idéalement, il serait aujourd'hui nécessaire que les habitants d'un territoire donné produisent la majorité de leurs énergies ainsi que de leur nourriture et qu'ils relocalisent leurs économies près de chez eux. Car une économie locale l'emporte largement sur une économie internationale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez peut-être déjà, mais la majorité de l'argent qui existe est créé par des banques privées. Leur but est de gagner plein d'argent et de rémunérer leurs actionnaires. Leur but n'est pas d'être utile, ni de répondre aux véritables besoins de la société. De plus, le modèle économique mondial est à peu près le même partout. Vous êtes donc d'accord avec moi pour qualifier cette économie de monoculture monétaire. Parce qu'en fait, on ne cultive qu'une seule sorte d'économie. Ce modèle a-t-il marché? Je vous laisse en juger par vous-même. On peut apprendre ce qui fonctionne dans un écosystème naturel et l'appliquer directement à l'économie. Et qu'est-ce que tous ces écosystèmes extrêmement divers ont en commun? C'est de ne pas permettre une monoculture. Il faut une diversité. Pour moi, nous avons besoin de l'euro. Nous avons besoin même d'une monnaie mondiale qui n'est pas la monnaie nationale de quelqu'un. Et nous avons un besoin pour une monnaie pour votre quartier. C'est ça un écosystème. Ainsi, la diversité l'emporte sur l'unicité. Car avec le modèle économique actuel, lorsqu'une économie souffre, eh bien toutes les autres la suivent, et la crise économique se généralise. Pour faire régner une meilleure économie au sein de nos villes, il faut empêcher au maximum l'argent de s'échapper vers les multinationales. Et il faut protéger l'écosystème économique en achetant aux entreprises locales pour faire des économies d'énergie et créer plus d'emplois et de richesses. En fait, si on continue avec ce modèle, notre bonne vieille France grognera toujours que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Lorsque nous achetons à McDo, à Nestlé, à Carrefour, à L'Oréal ou tout ce que vous voulez, nous engraissons les riches et nous délaissons les artisans et les magasins qui offrent des produits locaux. Ainsi, nos villes meurent de l'intérieur à petit feu. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous vous êtes rendu compte de l'urgence de la situation dans laquelle nous vivons. Je sais déjà que peu de personnes vont se préoccuper du message que j'ai voulu faire passer dans cette vidéo, mais si au moins on peut sensibiliser quelques personnes, ce sera déjà très bien. Donc maintenant, si vous voulez agir, ce qui était quand même le but de la vidéo, c'est de vous faire agir à la fin, comme moi j'ai commencé un peu à le faire, eh bien je vais vous donner 3 façons de le faire, qui sont simples et que vous pouvez faire chez vous. Donc la première, c'est l'application 90 jours. Cette application, pendant 1 mois et demi, va vous donner tous les jours une nouvelle action à faire. Donc c'est pas des trucs très compliqués, c'est des choses qui vont demander peut-être un petit peu d'effort, mais c'est faisable. Ensuite, il y a le site ilestencores-temps.fr, donc en fait vous allez rentrer tous vos critères, un peu, ils vont vous poser certaines questions, et ils vont vous dire ce que vous pouvez faire, selon les critères que vous avez rentrés. Donc vous pouvez faire par exemple signer des pétitions, participer à des rassemblements. Et la dernière chose, c'est de rejoindre le groupe Facebook, donc j'ai mis juste ici la photo, et en fait ça s'appelle donc Il est encore temps, et ça rassemble déjà plus de 75 000 personnes qui se sont dit comme moi, il est encore temps. Et pour finir, je vous recommande de regarder le documentaire Demain, qui est quand même un petit bijou, et qui a été récompensé de multiples fois. Donc vous y trouverez plein d'informations complémentaires à cette vidéo. Alors surtout restez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo, car une dernière chose vous y attend après la question que je vais maintenant vous poser. Quel avenir auront nos enfants si nous fermons les yeux et nions les problèmes environnementaux? Quel avenir auront-ils
si nous continuons de jouer les égoïstes en ne faisant rien. Thank you.